bienvenue pour cette nouvelle conférence du cycle Mémoire blessée, voix libérée, qui est portée par l'association d'Antilles et d'ailleurs et soutenue par la DRDFE, la Direction régionale des droits aux femmes et à l'égalité. Je vous remercie chaleureusement. Ce soir, on va vous parler d'une thématique qui nous parle tous et toutes, j'imagine, les réseaux sociaux. Ça a été des espaces, on va dire, porteurs d'espoir, puisque ça a quand même permis de libérer la parole, l'espoir d'une forme d'horizontalité dans les échanges, mais on est de plus en plus conscient surtout des dérives associées à leur fonctionnement. Et malheureusement, le groupe le plus touché de ces dérives, ce sont évidemment les femmes. Et donc, on est là ce soir pour évoquer ce qu'on a qualifié de nouveau terrain des violences sexistes et du masculinisme. Le masculinisme, c'est un réel enjeu de société, et c'est d'ailleurs pour ça que le dernier rapport du HCE, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, a décidé de traiter ce sujet et l'a vraiment qualifié de menace. À titre personnel, il y a une statistique qui m'a assez impressionnée, c'est que 84% des victimes des discours de haine sont des femmes. Donc on voit que c'est vraiment un enjeu sociétal, de la diffusion d'une idéologie avec des canaux qui peuvent être très très puissants. Donc on vous encourage à lire ce rapport, mais ce soir on a deux intervenantes qui vont aussi nous parler de ce sujet. On a Anne-Laure Ferrati, connue sous le nom de Alfunisme sur les réseaux sociaux, qui est la créatrice du hashtag Balance son corps en Martinique, mais aussi victime des effets directs des réseaux sociaux et du fait de porter la voix de nombreuses femmes. Donc on est très heureux de pouvoir recueillir son témoignage et son expertise. Et on a aussi Léa Jolivet, juriste à IDFM, Information droits des femmes Martinique. C'est une association qui permet de donner accès aux droits des femmes sur le territoire. Si jamais vous avez moins de questions, vous pouvez les contacter. Et on est ravis de recueillir son expertise juridique sur le sujet. Je vous laisse la parole. Merci à toutes les deux. Donc, avant toute chose, je voulais te remercier d'avoir pensé à moi pour cette conférence. Je remercie l'association d'Antilles, d'ailleurs, de façon générale. Je voulais remercier aussi la DRDFE, Madame Emonide, d'avoir créé cet événement aussi avec l'association. Je voulais remercier aussi de Bayou et l'IDFM. Donc, je me représente toute seule, donc je suis créatrice de contenu, Alfunisme sur les réseaux sociaux. Et donc, à plusieurs reprises dans mon parcours de création de contenu, j'ai été attaquée par des masculinistes. Donc, on va développer tout ça ensemble avec Léa. Oui, alors. Bonsoir. Donc, effectivement, merci beaucoup, Yona, pour l'invitation à cette conférence. Et puis, merci à toi, Anne-Laure, aussi, pour cette co-animation. Donc moi, je suis Léa Jolivet, je suis juriste pour l'association IDFM, Information droits des femmes Martinique, que Yona a très bien présenté. On est une association d'accès aux droits. On fait des permanences juridiques et également des ateliers collectifs sur toutes les thématiques juridiques. Et on est la préfiguration d'un CIDFF, Centre d'information droits des femmes et de la famille. Donc pour commencer cette conférence, on va faire un petit rappel effectivement des définitions. On va commencer par les cyberviolences. Donc les cyberviolences, ça va regrouper toutes les formes de violences qui vont être réalisées avec les écrans, diffusées sur Internet ou via les réseaux sociaux. Donc par exemple, recevoir un message d'insulte sur son téléphone ou découvrir des photos embarrassantes de soi qui ont été postées sur les réseaux sociaux, ça constitue des cyberviolences. Donc on a différentes typologies de manifestations pour ces cyberviolences. On va avoir le cyberharcèlement. Donc ça va être la répétition de propos, de remarques, de moqueries, d'insultes en ligne qui vont viser à détruire psychologiquement la personne contre laquelle elles sont dirigées. Il va y avoir les atteintes à la vie privée et à l'identité. Donc le doxing. Le doxing, ça va être le fait de rechercher, de publier des informations personnelles, privées pour inciter au harcèlement réel. L'usurpation d'identité, ça va être le fait de créer un faux profil avec le nom, les photos de la victime pour ternir sa réputation. Après, on a le piratage snooping, donc s'introduire sur les comptes d'une personne, sur son téléphone pour espionner, voir ses données. On a les crimes haineux, la discrimination en ligne. Donc ça va être les attaques, les injures, les appels à la violence qui vont être basés sur l'antisémitisme, l'homophobie,
la transphobie, le validisme. Et on a les menaces directes et intimidation. Donc les menaces de mort, menaces physiques, ou encore ce qu'on appelle le swatting, ça va être le fait d'appeler la police en faisant croire à un crime au domicile de la victime pour qu'il y ait une équipe d'intervention à son domicile, qui peut être assez impressionnant. Donc ces cyberviolences, on va voir qu'elles sont aussi applicables aux cyberviolences sexistes et sexuelles. Donc ça va désigner tous les actes de violence qui vont être fondés sur le genre, qui vont être commis via des outils numériques, donc des textos, les réseaux sociaux, des jeux vidéo, etc. et qui vont entraîner ou être susceptibles d'entraîner pour les femmes des dommages, des souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris y compris les menaces en fait, de se livrer à de tels actes, la contrainte, la privation, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Et on va avoir des femmes qui vont être plus touchées par ces types de violences-là. Donc ça va être toutes les personnalités publiques, les journalistes, les créatrices de contenu, les militantes, les femmes politiques, les joueuses à des jeux vidéo aussi. On va avoir vraiment des publics qui vont être plus visés par ces violences-là. Donc on a le Haut Conseil à l'égalité et les observatoires du numérique qui classent le cybersexisme selon différentes dynamiques majeures. On a donc les violences sexuelles et numériques sans consentement, donc le revenge porn. Donc ça va être le fait de partager des photos ou des vidéos intimes, sexuelles d'une personne sans son consentement. C'est souvent après une rupture. La sextorsion, c'est du chantage à une personne en la menaçant de diffuser des photos intimes si elle ne cède pas à des demandes d'argent ou à des relations sexuelles. L'envoi de dick pics non sollicités, donc ça je pense que tout le monde connaît, donc ça va être le fait d'envoyer des photos de parties génitales sans le consentement de la personne à qui on les envoie. On a également du coup du cyberharcèlement, cyberharcèlement ciblé, sexiste et sexuel. Donc là on a les menaces de viol ou violence sexuelle. Ça va être des messages qui vont être ultra violents, qui vont être envoyés massivement, très souvent utilisés pour faire taire les femmes qui s'expriment publiquement, donc les journalistes, les créatrices de contenu, les militantes qui vont être beaucoup ciblées par ces menaces de viol ou de violence sexuelle. Et on a le slut-shaming, c'est l'humiliation sur les mœurs. Ça va être le fait d'insulter ou harceler une femme en fonction de sa tenue, son maquillage, sa photo de profil, sur ses prétendues relations sexuelles, voilà, pour détruire sa réputation. Et on a les raids de la manosphère, donc là c'est des organisations antiféministes et masculinistes hostiles, donc ça va être des campagnes coordonnées de dénigrement, d'insultes sexuelles par des groupes d'hommes généralement, pour exclure les femmes des espaces de discussion numériques ou de jeux vidéo par exemple. Les cyberviolences sexistes et sexuelles, on les retrouve aussi beaucoup dans le cadre des violences conjugales, où l'agresseur va donc, souvent c'est soit pendant la relation, ça continue aussi après une rupture. On va avoir beaucoup de cybercontrôle. Donc là, l'agresseur a des comportements répétés qui visent à connaître, vérifier régulièrement, donc au moyen d'outils numériques, les déplacements, les activités de la personne qui va en être victime. Donc ça passe par différentes choses. On va avoir le cyberharcèlement. Donc là, l'agresseur va envahir quotidiennement, massivement, la victime d'appels, de SMS, par tout moyen, pour harceler la victime, donc via les réseaux sociaux également. On a la cybersurveillance à l'aide d'outils numériques. Donc l'agresseur met en place un ensemble de systèmes qui visent à assurer un contrôle continu pour suivre la victime. Donc ça peut être par la mise en place d'outils d'espionnage, de localisation, imposer à la victime de partager ses codes, ses identifiants, ses codes de connexion, que ce soit sur son téléphone, son adresse mail, les réseaux sociaux, son compte bancaire, son compte CAF, enfin, voilà, tout ce qui peut passer par le numérique. Et on a les cyberviolences économiques et administratives. Donc on y est déjà quand on parle de partage des coordonnées, des accès aux comptes bancaires, comptes CAF, etc. Et donc là, l'agresseur va utiliser des outils numériques pour réduire l'autonomie de la personne victime. Donc réduire son autonomie financière et contraindre également ses démarches administratives. On a également des violences sexuelles. Donc l'agresseur va utiliser
des moyens technologiques pour photographier, filmer pendant un acte sexuel et ensuite menacer la victime de les diffuser. Et les violences à travers les enfants, c'est quelque chose qui est très répandu après une rupture dans le cadre de violences conjugales, où là on va avoir une instrumentalisation des enfants. On va les utiliser pour continuer à contrôler, harceler, menacer la mère en prenant contact via les enfants et en utilisant des objets numériques comme le téléphone, la tablette, l'ordinateur, etc. Et donc il faut savoir que c'est une femme sur 3 qui a subi des cyberviolences au sein de son couple via le contrôle, la surveillance par un GPS, un téléphone, les réseaux sociaux ou autres. Et ça nous amène donc à la deuxième... Sur la définition du masculinisme. Donc le masculinisme, en fait, c'est un ensemble de revendications cherchant à promouvoir les intérêts des hommes dans la société au détriment de ceux des femmes. Donc c'est un mouvement politique et idéologique réactionnaire qui prétend défendre les intérêts des hommes, affirme que la société moderne serait devenue gynocentrée. Donc gynocentrée, ça voudrait dire que dominée par les femmes, et au détriment de la condition masculine. Donc, l'article des chercheurs Tristan Broussier et Océane Corbin démontre que ce discours ne se limite pas à une simple opposition au féminisme, mais qu'il sert de passerelle idéologique pour radicaliser son public, notamment les jeunes hommes, en les orientant vers des idées d'extrême droite et des positions anti-droit. Donc, il existe différents types de masculinisme. On a les MRA. Donc ce sont des militants des droits des hommes. Ils utilisent un discours juridique pour affirmer que les hommes sont les vraies victimes de la société. Ils utilisent les divorces, les gardes d'enfants pour justifier ça. On a aussi les incels, les célibataires involontaires, une communauté violente d'hommes frustrés par leur célibat qui nourrissent une haine profonde envers les femmes. On a aussi les MGTOW, donc c'est les hommes qui suivent leur propre voie, sont des séparatistes qui choisissent de boycotter totalement les relations amoureuses et le mariage avec les femmes. On a les PUA, artistes de la séduction. Donc ce sont des coachs qui partagent des techniques de manipulation psychologique pour séduire et dominer les femmes. Et pour finir, on a les influenceurs alpha. Donc c'est la mouvance Red Pill, très populaire sur les réseaux, type Andrew Tate ou... Enfin bref, il y en a plein, mais... comment ça s'appelle ? Alexis Chance, merci. Donc ils prennent l'argent, le muscle et le retour à un patriarcat strict où l'homme contrôle tout. Donc les chiffres des cyberviolences, donc en fait on a quand même 84% des victimes qui sont des femmes. Donc on peut remarquer avec une approche intersectionnelle que les violences en ligne ne frappent pas de manière homogène. Elles se situent à l'intersection du genre, de la couleur de peau, de la classe, de la sexualité et de la transidentité. Donc évidemment, les femmes racisées, lesbiennes, bi ou trans subissent un harcèlement démultiplié associant fétichisation, propos racistes, homophobie et transphobie systémique. Donc ça participe à l'hypersexualisation des femmes, et notamment des femmes non blanches. Les stéréotypes associés aux personnes noires, arabes, juives, asiatiques peuvent donner lieu à des clichés sexuels. Donc la conséquence de toutes ces violences, de ces cyberviolences, c'est finalement qu'on arrive à une censure invisible. Donc ces violences provoquent une réduction drastique de la liberté de parole des minorités en ligne. Donc ce sont des personnes qui finalement vont s'auto-censurer, s'auto-exclure des réseaux et parfois même jusqu'à supprimer leur compte. Donc on peut parler du profil des auteurs et de la manosphère. Donc la manosphère, c'est une nébuleuse de forums, de chaînes et d'influenceurs promouvant une suprématie masculiniste. Ils rejettent le féminisme moderne et prônent la domination masculine. On a aussi la fabrique algorithmique. Les algorithmes des réseaux sociaux favorisent la polémique pour maximiser le temps d'écran. C'est-à-dire que plus il y aura des insultes, plus il y aura quelqu'un qui sera pris pour cible et plus il y aura une polémique, plus ce sera proposé aux gens sur les réseaux sociaux. Donc ça enferme les jeunes finalement dans des bulles de misogynie radicale.
Ensuite, le profil type, donc c'est majoritairement des jeunes en meute, et ils minimisent l'impact psychologique de leurs actes en se retranchant derrière le prétexte de l'humour ou de la taquinerie. Donc les cyberviolences sexistes et sexuelles sont le miroir et le prolongement des violences qui se produisent dans l'espace matériel. Donc maintenant, on voulait faire une étude de cas, puisque bon, j'ai quand même un sacré vécu dans les cyberviolences. Donc on va parler du harcèlement. Et en fait, une fois, il y a un homme qui a été affiché pour des propos sexistes par la page MeToo Guadeloupe. Et donc cet homme se nomme lui-même le Alex Hitchens de Martinique. Donc il a été affiché par la page et a décidé que c'était moi qui tenais la page MeToo Guadeloupe. Et donc il s'est lancé dans une campagne de harcèlement et de diffamation à mon encontre en postant pas moins de 12 vidéos sur moi. Donc bien évidemment il y a les 12 vidéos, mais il y a aussi toute sa communauté, il avait à peu près plus de 20 000 followers qui viennent me harceler aussi. Donc j'ai immédiatement réagi en portant plainte pour harcèlement et diffamation. À ce jour, je n'ai reçu aucun suivi concernant les suites données à cette plainte. Donc effectivement, dans ce cadre-là, on est bien dans une situation de cyberharcèlement puisqu'on a un outil numérique, donc à savoir là on est sur Instagram comme support et on a la répétition puisqu'il y a il y a une douzaine de vidéos qui ont été postées. Donc sur les réseaux sociaux, une seule vidéo peut être constitutive de cyberharcèlement puisque dès lors que c'est repartagé, qu'il y a du contenu, des commentaires, on a un effet de meute, on a un raid numérique et chacun, donc même s'il n'envoie qu'un seul message, chacun est devenu co-auteur de cette situation de cyberharcèlement. Donc l'auteur qui apparemment s'identifie lui-même comme appartenant à un groupe masculiniste entre bien dans la typologie des auteurs identifiés comme majoritaires sur ce type d'infraction et il voit sa parole légitimée à la fois par l'encensement qu'il perçoit par ses pairs, par les commentaires, les likes, les partages qu'il y a sur les réseaux sociaux et également par l'absence de réponse pénale. Le fait qu'il ne se passe rien après le dépôt de plainte, cette impunité, ça lui donne l'impression qu'il peut continuer, qu'il est légitime dans son comportement. Donc ça aussi, ça va être très dur pour les victimes. Donc on se retrouve dans une sorte de cercle vicieux dans lequel l'auteur se dit qu'il n'y a pas de réponse pénale, donc il peut continuer, voire intensifier ses actions. La victime, au contraire, va se sentir moins légitime à en parler. Moins la victime va parler, plus l'auteur va agir, plus les comportements vont s'intensifier, être banalisés, et moins la victime va oser en parler. Donc on a vraiment un cercle qui se forme, une boucle. Et c'est pour ça que oser en parler et oser porter plainte, ça reste quelque chose de très important, même quand on sait qu'il y a peu de chances que ça aboutisse. Parce qu'il ne faut pas arrêter il faut pas banaliser ces violences en fait. Il ne faut pas considérer que c'est quelque chose de normal, que c'est quelque chose de pas grave. Et le fait de continuer à en parler, c'est tendre justement vers leur donner plus de valeur, les remettre à leur place et espérer aller vers une justice pénale plus effective également. On a une deuxième étude de cas, c'est-à-dire que dans la même période où j'étais harcelée par cet influenceur masculiniste, comme par hasard, il y a eu une vidéo qui a été diffusée sur moi sur WhatsApp. Donc dedans, il y a toutes sortes de propos mensongers dedans. Et à la fin de la vidéo, donc il y a mon nom, mon prénom, mon adresse mail, mon numéro de téléphone et ma date de naissance. Donc c'est ce qui est écrit aussi en haut de la vidéo sur WhatsApp, transféré de nombreuses fois, donc je vous laisse imaginer la portée de cette vidéo. Donc cette violation de ma vie privée et cette exposition m'ont totalement terrifiée. Donc j'ai porté plainte, mais les gendarmes m'ont affirmé qu'il était techniquement impossible d'identifier l'auteur initial de la vidéo. Donc on revient sur cette impunité. Donc oui, effectivement, le doxing, c'est une infraction qui est très récente. Elle a été créée en 2021 seulement. Et auparavant, il fallait se référer à d'autres infractions liées aux conséquences. Donc le harcèlement, la diffamation, l'injure publique, etc. Donc il fallait vraiment aller sur les conséquences de l'infraction en elle-même.
Cette infraction, elle a 3 critères qui peuvent être alternatifs, donc à savoir révéler, diffuser ou transmettre. Ça sous-entend que l'information ne doit pas être connue ou de notoriété publique. L'information, elle est répandue et elle ne se limite pas à un cercle privé ou restreint. Donc là, c'est le cas, on voit qu'elle a été partagée de nombreuses fois. Et l'infraction, elle peut être constituée même si une personne ne fait que propager et transmettre une information personnelle sur un tiers, sans nécessairement en être à l'origine, ni sans nécessairement ajouter un commentaire ou quoi que ce soit d'autre au contenu qui est partagé. Donc là, on voit, donc, comme c'était le cas par exemple pour Anne-Laure, avec cette vidéo qui a été transférée de nombreuses fois, en fait, chaque personne qui a transféré cette vidéo est devenue co-auteur et aurait donc pu être poursuivie également pour ce type d'infraction. Là où, encore une fois, la réponse pénale, on a tendance à minimiser ce que tu as vécu, on te dit qu'on ne sait pas qui c'est, alors qu'en réalité, ils n'ont pas besoin de donner jusqu'à savoir qui c'est juste qu'on va, on va dire que c'est pas grave, qu'il n'y a pas d'auteur, et on va normaliser tout ça. On a choisi une dernière étude de cas, pardon. Donc là, c'était carrément les menaces de mort. Donc un autre homme me soupçonnant encore une fois d'être derrière la page Instagram MeToo Guadeloupe m'a directement menacé de mort. Donc ça dure maintenant depuis 1 an. Donc contrairement aux autres fois, cette fois-ci j'ai reçu une réponse officielle du procureur m'informant du classement sans suite. Le procureur a estimé qu'une simple suite administrative était suffisante, précisant qu'il n'engagera pas de poursuite pour injure et diffamation malgré l'infraction constatée. C'est vraiment ce qui est écrit dans le courrier, c'est-à-dire qu'ils disent oui, l'infraction a bien été commise, mais nous n'y donnerons pas de suite. C'est complètement fou. Donc je n'ai pas laissé tomber, parce que j'ai trouvé ça dingue quand même. Donc j'ai quand même reporté plainte, puisqu'en fait, jusqu'à hier encore, c'est quelqu'un qui me menace de mort, toujours en fait. Donc le compte est toujours actif. Et donc j'espère bien que ce ne sera pas à nouveau classé sans suite. Donc là, effectivement, encore une fois, les cyberviolences, ça laisse des traces. On a des éléments de preuve. C'est plus facile de les conserver puisqu'il suffit de faire des captures d'écran, d'enregistrer des vocaux, des vidéos. On peut quasiment tout conserver. On peut récupérer les pseudos, les adresses IP pour avoir l'identité de l'auteur. Et en plus, dans la plupart des cas, ils ne cachent même pas leur identité, ils ne se donnent pas cette peine puisqu'ils ont le sentiment d'impunité. Donc, ils mettent directement leur nom, prénom sur les réseaux sociaux. On a leur identité. Et pourtant, ça ne suffit pas. Même quand les faits sont là, ils sont indéniables. Il y a une reconnaissance d'une infraction et on a quand même un choix de mesures alternatives, de mesures administratives. Il y a une telle banalisation en fait, de la violence, on considère que c'est pas grave. On va dire aux victimes qu'elles exagèrent, que pour le coup, il n'y a pas mort d'homme. Ça, c'est clair. Et donc effectivement, là, lorsque le procureur il fait le choix de mesures alternatives aux poursuites, tout en reconnaissant que l'infraction elle est bien caractérisée, c'est déstabilisant pour la victime et effectivement ça recommence derrière. Il y a une multiplication des violences, ça démontre que la réponse elle n'est absolument pas proportionnée, que le problème il est encore sous-considéré et donc c'est important de bien garder les preuves de tout ça. La répétition de ces menaces elle vient également constituer du cyberharcèlement, donc on a une double infraction. Et dans le cadre de la multiplication de ces violences, garder tous les éléments, ça permet ensuite de faire un nouveau dépôt de plainte, de montrer qu'il y a une continuité, que les violences s'intensifient pour espérer avoir une réponse pénale un petit peu plus adaptée et montrer que prendre des mesures administratives face à des cas comme ça ne suffit pas. On a des lois qui prévoient des choses, mais on a vraiment un décalage en fait entre les apports juridiques et la réalité et ce qu'on en fait par la suite. Dans les différentes situations que Anne-Laure a partagées, on voit bien qu'elle a tenté de se saisir de la réponse pénale en déposant plainte. Donc ça, c'est la bonne démarche, hein. C'est ce qui est à faire si on veut une réponse de la part de la justice. Malgré ça, elle se retrouve face à une absence de réponse ou à une réponse insuffisante par rapport à la situation. Donc on a de vraies lacunes au niveau judiciaire. Quand on voit que seuls 30% des plaintes donnent lieu à des poursuites,
Donc seulement 30% de plaintes donnent lieu à des poursuites, et quand il y a des poursuites, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a des condamnations. Donc ça, c'est encore moindre derrière. On sait que ça demande beaucoup d'énergie à la fois à la victime, c'est difficile d'en parler, c'est difficile de se mobiliser pour se déplacer, pour aller porter plainte, c'est difficile de réunir les éléments aussi. D'ailleurs, pour rappel, on peut déposer plainte dans n'importe quel commissariat de police ou de gendarmerie ou par courrier envoyé directement au procureur. On ne peut pas refuser une plainte, on ne peut pas vous dire que c'est pas l'heure, pas le bon endroit, vous pouvez aller où vous voulez. On ne peut pas non plus vous demander d'apporter un certificat médical ou d'avoir des preuves nécessairement. Si vous arrivez et que vous avez, entre guillemets, juste votre parole, on doit recevoir votre plainte quand même. Après, là, l'avantage, encore une fois, enfin l'avantage, si on peut dire, des réseaux sociaux, c'est qu'on a des éléments de preuve, donc il ne faut pas hésiter à recueillir le maximum d'informations. Les commentaires, les vidéos, la répétition, tout ça, ça permet d'appuyer les propos, de démontrer les violences qui sont subies et d'espérer aller vers une plainte qui aboutit. Ça évite qu'il y ait un classement sans suite pour absence de preuve, par exemple. Et si jamais le dépôt de plainte il n'aboutit pas, si votre plainte est classée sans suite ou que plus de 3 mois après l'avoir déposée, vous n'avez pas de réponse, c'est encore possible de faire un dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Donc cette fois, c'est par courrier adressé directement au juge d'instruction. Et là, ça permet de rouvrir votre dossier, d'avoir une enquête qui va être plus poussée, plus longue. Et on a déjà vu des cas qui avaient été classés sans suite, qui ont été rouverts par un dépôt de plainte avec constitution de partie civile et qui ont abouti à des condamnations. Donc dans tous les cas, déposer plainte, ça ne sert jamais à rien. Ça participe à la libération de la parole, à sortir de ce cercle de minimisation des violences. Et ça reste quelque chose d'important pour aller vers une reconnaissance. En plus du dépôt de plainte, donc ça c'est une action qui est dirigée contre l'auteur de l'infraction, mais les plateformes, donc principalement les réseaux sociaux, ont des obligations aussi. Et elles ont l'obligation de proposer une possibilité de signaler les contenus illicites sur les plateformes. Donc il ne faut pas hésiter aussi à s'en saisir. Elles ont, les plateformes, des obligations de régulation, elles sont soumises à des obligations européennes. Et en France, on a l'ARCOM qui est chargé de veiller à leur respect. Donc ne pas hésiter à se saisir de cette possibilité-là aussi. Mais là encore, on va rencontrer un frein. On va rencontrer même principalement 2 freins. Le premier, donc, ça va être que, effectivement, si on signale et qu'on arrive à la suppression d'un contenu, ça ne veut pas dire que ça va mettre fin aux cyberviolences, puisque la suppression d'un contenu n'aboutit pas nécessairement à la suppression d'un compte, ni à la fin des violences. L'auteur, même si on le bloque, même si son contenu a été supprimé, ça n'empêche pas qu'il recommence soit en direction de la personne qu'il avait déjà ciblée, soit envers d'autres personnes, à continuer les cyberviolences. Et le deuxième frein, ça va être, on va avoir des intérêts contradictoires, puisque ce genre de contenu, ça fonctionne sur les plateformes, ça fait des likes, ça fait des vues, c'est ce qui marche, et donc là encore, les plateformes, elles y trouvent leur intérêt, et on va arriver à ce qu'on peut appeler une monétisation de la haine. Donc la monétisation de la haine. Donc là, je vous ai mis une capture d'écran de l'influenceur masculiniste qui se vante d'avoir fait 1 000 € en faisant des vidéos appelant à la haine envers moi. Donc il y a réellement un intérêt économique à prendre pour cible des femmes. Donc il y a la monétisation des plateformes, l'engagement généré par le conflit, les likes, commentaires, partages, est rémunéré directement par les applications, fonds créateurs de TikTok. On a aussi des opportunités commerciales, ça c'est quelque chose que j'ai vu régulièrement, c'est-à-dire que comme ils me harcèlent, ils gagnent des milliers et des milliers d'abonnés, et donc du coup ça attire des partenariats de marques peu scrupuleuses et des sponsors. Donc c'est-à-dire que directement après m'avoir cyberharcelé, ce sont des gens qui non seulement ont de l'argent grâce aux plateformes, mais qui ont aussi des sponsors et des partenariats pour le fait de m'avoir harcelé. Donc c'est une honte de fou quand même. Et donc on a vu effectivement que du fait de ce double intérêt, les plateformes ne réagissent pas toujours. Donc si la plateforme ne réagit pas à votre signalement, ne censure pas le contenu, ne répond pas, il ne faut pas hésiter à envoyer une plainte soit à la CNIL, soit à l'ARCOM, signaler auprès de l'ARCOM également.
Et on a également d'autres plateformes, donc Pharos qui est la plateforme du gouvernement qui est mise en place pour voilà, essayer de faire respecter les obligations légales des plateformes. Et il est également possible de déposer une plainte contre les plateformes, donc en commissariat de police ou de gendarmerie, ou également par courrier envoyé directement au procureur. Donc maintenant, on va aborder les conséquences des cyberviolences sexistes et sexuelles. Donc il y a l'effet de validation sociale, c'est un phénomène démultiplié par la légitimité perçue du groupe. Donc la bulle de like, s'il y a plein de likes, forcément la personne qui cyberharcèle va se sentir légitime. Il y a aussi l'effet d'entraînement, donc les commentaires haineux qui incitent d'autres utilisateurs passifs à se joindre au raid numérique. Je ne sais pas si on peut dire que les j'aime, ce sont des co-auteurs aussi, mais ça participe en fait, finalement. Voilà. Il y a la normalisation de la violence aussi dans l'espace numérique. Donc les attaques en ligne sont souvent sans conséquence pour les auteurs et parfois même elles les rendent populaires. Cela crée une banalisation, cela pousse d'autres internautes à reproduire ces actes sans crainte d'être sanctionnés. Deuxième conséquence, c'est vraiment l'isolement de la victime, donc l'isolement profond dû à l'éloignement de l'entourage, soit à cause de difficultés de compréhension, parce que c'est pas tout le monde qui peut comprendre l'impact psychologique du cyberharcèlement ou des cyberviolences. Et il y a aussi le fait que souvent les proches sont font aussi l'objet de cyberharcèlement, d'intimidation. Donc ça aussi, ça fait que on aura plus un entourage qui va te dire de t'éloigner des réseaux, de couper court. Donc finalement, les intimidations et la cyberviolence fonctionnent. L'objectif est le même, que la victime se retrouve sans soutien. Et on a aussi une forme de banalisation sociale, parce que l'injure perçue comme le jeu normal des réseaux, provoquant le sentiment de solitude. On parle de trolling, d'humour ou de liberté d'expression, alors qu'en fait, ce sont des violences. Donc il y a un impact bien réel, un impact psychologique chez 80% des victimes. On a quand même un syndrome de stress post-traumatique avec de l'hypervigilance, des troubles anxieux, dépressifs, insomnie, des pensées suicidaires aussi. On a des troubles alimentaires, une augmentation des conduites addictives, une insécurité permanente, une peur d'ouvrir les réseaux sociaux, de l'hypervigilance qui peuvent aboutir à une détresse aiguë. Donc une victime sur 7 révèle avoir tenté de se suicider, donc c'est quand même grave. Ça montre aussi qu'on a un impact dans la vie réelle sur ces cyberviolences, c'est pas seulement dans l'espace numérique. Ouais. Donc il y a aussi une atteinte à l'intégrité physique. Donc dans 72% des cas, les cyberviolences se poursuivent dans la vie réelle. Bon, vous avez pu le constater tout à l'heure, la personne qui me cyberharcèle sur les réseaux sociaux est venue aujourd'hui à la conférence. Donc on voit bien que finalement ça ne s'arrête pas que sur le numérique. Un impact économique et social aussi, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte à la réputation, ça peut aussi entraîner des études arrêtées, des études stoppées ou une perte d'emploi, un déménagement forcé. Donc il y a plein de conséquences des cyberviolences. Et il y a aussi la victimisation secondaire. Donc c'est l'inversion de la responsabilité et la culpabilisation des victimes. Donc on va nous dire, elle partage trop d'informations, elle parle trop, pourquoi elle fait tout ça, comme si on n'avait pas le droit finalement d'exister comme on le souhaite sur les réseaux sociaux. C'est un peu comme, en fait ça revient à la culture du viol. On traite la victime comme si elle avait provoqué l'agression. On considère qu'elle aurait pu éviter d'être attaquée en ligne en partageant moins cette information, en se rendant moins visible. Donc c'est justifier et excuser les violences sexistes et sexuelles encore. En culpabilisant les victimes, on les contraint en silence et on détourne la responsabilité des véritables coupables, ce qui entretient un climat d'impunité. Les victimes parlent peu, s'effacent, ne se tournent pas vers une aide extérieure. Les coupables sont peu poursuivis. Donc effectivement, face à toutes ces conséquences pour les victimes, la difficulté qu'il peut y avoir à en parler à leur entourage,
la difficulté qu'il peut y avoir aussi à être compris par leur entourage. C'est là que les associations vont aussi avoir un rôle important dans le soutien aux victimes dans leur démarche, dans le fait de leur dire qu'on les croit, qu'on est avec elles, les aider à reprendre confiance en elles aussi. Donc il y a des collectifs nationaux comme Nous Toutes, Stop Ficha, qui luttent activement contre l'impunité, qui apportent des conseils juridiques et qui médiatisent ces dérives. Au niveau local, on va aussi avoir des structures, IDFM, Information Droits des Femmes, Martinique, le Mouvement d'Uni, qui, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais qui va être présente sur toutes les questions liées à la prostitution. Les cyberviolences touchent également le domaine prostitutionnel. Il y a beaucoup de prostitution qui se passe sur les réseaux, d'incitation et d'outils qui vont être démultipliés pour démultiplier justement les espaces de prostitution. En association, on a également l'Union des femmes Martinique qui va apporter un soutien global à toutes les femmes victimes de tout type de violence. L'association En Avant Toutes, très présente également, et la Maison des femmes qui là va avoir un accès basé prioritairement sur la santé, avec des médecins en première porte d'entrée. Il y a des ressources de signalement, donc on en a parlé tout à l'heure, il y a la plateforme Pharos et la plateforme de signalement des violences sexistes et sexuelles. Et on a les lignes d'écoute et de conseil, donc le 3018 qui est le numéro national dédié aux jeunes victimes, à leurs parents et aux témoins de harcèlement et de violences numériques. C'est un numéro gratuit et anonyme. On a le chat Comment on s'aime de l'association En Avant Toutes qui permet de discuter avec une personne sans avoir besoin de se déplacer si la personne n'est pas forcément prête à rencontrer quelqu'un, à en parler. Ça peut être aussi une première approche. Et on a le 3919 qui est le numéro national dédié aux violences faites aux femmes. Alors, quelle solution? La première solution, je pense que c'est déconstruire et éduquer. Donc, toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui, ce serait super si vous pouviez en parler autour de vous, pour que les gens sachent que c'est grave, en fait, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et que les cyberviolences ne concernent pas que les jeunes. Les personnes plus âgées parlent moins des agressions subies, par peur de ne pas être prises au sérieux ou les banalisent. Donc elles considèrent que les cyberviolences sont moins graves que celles vécues dans l'espace réel. Il est important de déconstruire cette représentation partielle pour mieux sensibiliser le public et protéger toutes les tranches d'âge, notamment dans les campagnes de prévention. Se déconnecter, se retirer des réseaux, etc. suffit à mettre fin aux violences, c'est faux. Les cyberviolences se caractérisent par une absence de limite dans l'espace et dans le temps, par l'ampleur, la viralité et la persistance des contenus quand ils sont en ligne. D'ailleurs, je préfère préciser aussi que c'est quasiment impossible de supprimer les vidéos des auteurs de violences, contrairement à ce qu'on peut penser. Et dans un monde où quasi toute notre vie est rythmée par le numérique, penser qu'il existe une séparation nette entre le monde numérique et le monde réel est une perception de cyberviolence. Telegram, Discord, Reddit. Des communautés se forment parfois autour de pratiques malveillantes comme le doxing ou la diffusion non consentie d'images intimes à grande échelle. Sans oublier les cyberviolences conjugales qui, elles, peuvent se manifester par le détournement de technologies de surveillance et de contrôle à distance ou le piratage de comptes personnels. Donc c'est important, pour finir, de créer des espaces sécurisés de libération de la parole. Donc localement, ça aurait été bien de structurer un espace sécurisé de libération de la parole et de et de reconstruction collective, pour rompre l'isolement des victimes. Donc voilà, on a fini et je vous remercie de nous avoir écoutés. Peut-être que vous avez des questions. J'avais une question sur l'étude de cas où la plainte a été classée sans suite. Vous évoquiez des alternatives administratives pas de poursuite juridique. Je ne vois pas ce que c'est, les alternatives administratives. Donc, je ne sais pas si vous avez plus d'éléments, mais c'était juste pour m'éclairer. En fait, j'en ai aucune idée de ce qu'ils ont fait en fait. Okay. Je ne sais pas du tout. Ils ont juste dit sur le courrier, on a donné une suite administrative, mais on ne sait pas du tout ce qu'ils ont fait concrètement.
Ok. Moi, j'ai une question pour Anne-Laure. Suite au cyberharcèlement que tu subis, c'est quoi la stratégie que toi tu as adoptée sur tes propres réseaux? Est-ce que tu le dénonces? Est-ce que tu en parles ou tu n'en parles pas du tout? Au début, j'en parlais du cyberharcèlement, et puis en fait, j'ai constaté qu'il y a une sorte d'habitude. En fait, c'est comme si les gens se sont habitués à ce que je sois prise pour cible, que c'est devenu une formalité finalement. Dès que je publie une vidéo, bah oui, il y aura une réponse en fait, et une réponse extrêmement violente. Donc moi de mon côté, j'ai décidé de me choisir et d'arrêter, tout simplement parce que c'est pas possible de vivre ça tout le temps. C'est l'une des pires violences, hein, la cyberviolence, hein, parce que c'est en meute. Ouais. Du coup, tu réponds pas. Ça peut m'arriver de répondre, mais si c'est que des insultes, de la diffamation, au début j'avais envie de répondre, mais à force, je suis fatiguée. Surtout que, en fait, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que mes cyberharceleurs se réunissent maintenant, ils échangent des informations sur moi entre eux, et ils se coordonnent en fait pour me cyberharceler. Ouais. Donc je peux pas me battre comme ça, c'est trop dur. Est-ce qu'il y a des cas de cyberharcèlement qui ont été condamnés? Enfin, qu'est-ce qu'il faut pour que ça aille jusqu'à une condamnation? Alors là, j'ai pas d'exemple précis de cas où il y a eu condamnation, mais en fait, c'est exactement ce que disait Anne-Laure sur la banalisation. En fait, on considère qu'on banalise, on considère que c'est pas grave, ce qui fait qu'il y a de plus en plus justement de cyberviolence, puisque les auteurs se sentent protégés, ils sont dans des situations d'impunité, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça se répand d'une façon rapide et d'autant plus violente, puisqu'il y a un public qui est beaucoup plus large. Il y a eu des cas de condamnation, là j'ai pas de jurisprudence comme ça à vous donner, mais il faut un maximum d'éléments, c'est triste, mais il faut vraiment avoir l'énergie de se battre, il faut récolter le maximum de plaintes, d'éléments de preuve, il faut documenter, et puis ça dépend aussi, la plainte avec constitution de partie civile, ça peut vraiment aider aussi, quand les affaires sont classées sans suite, à réouvrir un dossier et à permettre que l'enquête soit plus poussée, et donc d'aller un peu plus loin dans la procédure pénale. J'ai connu un cas autour des JO. Je crois qu'il y a une femme qui était victime une influenceuse qui a été victime de grossophobie, un raid numérique de grossophobie. Et elle a pu obtenir justice. Il me semble qu'il y a une dizaine de personnes qui ont été condamnées. Donc ça arrive, mais c'est encore trop rare, je pense. Tout à l'heure, tu disais que c'était compliqué de supprimer les vidéos qui sont publiées par les cyberharceleurs. Mais du coup, comme on dit qu'il faut rassembler des éléments de preuve pour que la plainte donne suite et que éventuellement ce soit sanctionné, si la victime elle prend pas des dispositions pour enregistrer les plaintes au contenu, si le contenu est signalé et ensuite supprimé, on a des éléments de preuve qui disparaissent et qui du coup ne peuvent plus être utilisés. C'est pour ça que justement c'est important que la victime, elle, conserve bien toutes ses preuves, qu'elle documente les violences qu'elle subit pour pouvoir ensuite avoir des éléments pour quand elle dépose plainte et quand elle poursuit les auteurs. J'avais une question aussi, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui adhèrent au mouvement masculiniste. Est-ce que dans ton cas, tu as pu constater le soutien justement de jeunes femmes envers les cyberharceleurs? Est-ce qu'il y a eu des cyberharceleuses? Parce qu'on n'en parle pas aussi. Et parce qu'on ne pousse pas à la sororité entre les femmes. Donc est-ce que tu as été confrontée à ça? Oui, en fait, j'ai plus souvent eu des cyberharceleuses que des cyberharceleurs, pour être honnête.
Sauf qu'en fait, les attaques des hommes sont bien plus violentes que celles des femmes, en fait. C'est-à-dire que les femmes, bon, elles envoient des messages de haine, bon, elles passent à autre chose. Mais les hommes, c'est répété, ça revient, ça revient, ça revient. Donc oui, il y a beaucoup de femmes qui ont participé à mon cyberharcèlement, oui. Beaucoup. En fait, ça me surprenait moi-même qu'il y ait autant de femmes qui adhèrent. Je me souviens qu'à un moment sur Twitter, il y a des femmes qui ont appelé à me gifler aussi. Donc ça allait très loin, hein. Ça allait loin. Et ça, justement, c'est aussi la force des mouvements masculinistes, c'est de réussir à retourner, entre guillemets, voilà, prendre des femmes comme alliées, ça vient légitimer aussi leur position, leurs paroles, et ça banalise encore une fois ces violences, et ça rend les choses encore plus difficiles pour les victimes qui du coup ne se pensent pas légitimes, et on voit qu'il y a des effets, effectivement, des répercussions effectivement dans la vie réelle aussi. Donc, encore une fois, merci beaucoup à l'association d'Antilles d'ailleurs de m'avoir donné la parole aujourd'hui, parce que en travaillant sur cette conférence aussi, ça m'a permis de me rendre compte que c'était pas anodin ce que je vivais, que c'était quand même grave. Et le fait que c'est... Parce que là, je vous ai donné 3 cas, mais il y en a bien plus, malheureusement. Donc, merci encore, franchement. J'ai une question. Oui. Comment vas-tu aujourd'hui? Comment je vais? En fait, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai vécu injustice sur injustice sur injustice, et c'est vraiment une blessure qui est difficile à réparer, je pense, je sais pas. Donc je suis suivie par une thérapeute, j'étais suivie par une psychologue aussi, donc j'ai un entourage, c'est mon pilier, comme le copain, bref. Et du coup, ça me permet de faire autre chose de mon esprit, de m'occuper différemment, mais je ne vais pas mentir qu'à l'époque où il y a eu tous ces cyberharcèlements-là, oui, j'ai eu des idées noires, clairement, oui, c'était inévitable, c'était trop. Donc voilà, j'avais même peur de sortir de chez moi, c'était très compliqué. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, en tout cas, ça va déjà un peu mieux. Merci pour la question. Est-ce que tu as pu en parler avec peut-être d'autres filles qui sont créatrices de contenu comme toi? En fait, le truc, c'est que je suis une des rares créatrices. J'ai l'impression que je suis la seule créatrice de contenu féministe en Martinique, je crois. Même aux Antilles, Guyane, Réunion, je crois que je ne connais pas d'autres. Elles sont toutes en France, en général, les créatrices de contenu féministe. Je sais pas. Non, mais attends. Ouais, non, c'est grave hein, quand même ce qui se passe, hein, mais. Donc moi, en fait, c'est pour ça que je peux pas continuer dans cette voie-là. Je suis obligée de trouver ma paix. Mais le but, c'est quoi? C'est de nous faire taire. Bah oui, c'est ça, et ça fonctionne, malheureusement. J'entends l'indignation et la révolte, mais déjà sur des faits de violence sexuelle où il y a du matériel, il n'y a même pas de réponse juridique qui est apportée. Alors sur du cyberharcèlement qui est perdu dans les petits électrons de l'Internet, j'espère que les choses vont changer, mais ça c'en est désolant, quoi. Et c'est pour ça que je demandais qu'est-ce qu'avait répondu notre cher ministre. Donc la question lui avait été posée, parce que c'est révoltant, quoi. Clairement. D'un point de vue politique, personne. La grande cause du quinquennat, excusez-moi, mais mon cul, quoi. Enfin, je suis enregistrée, je sais. Mais clairement,